Bonjour à toutes et à tous. Lors des chroniques précédentes, nous avons identifié les impasses physiques, comptables, financières, dans lesquelles les gestionnaires de la société industrielle croissanciste nous ont entraînés, nous les citoyens du monde. Impasses qui constituent des éléments intrinsèques de la croissance, c'est-à-dire des éléments situés à l'intérieur d'elle-même, comme relevant en quelque sorte de son essence propre. Alors, nous allons nous attacher maintenant, en poursuivant cette série que j'ai intitulée « Les chroniques de la fin de la croissance », nous allons nous attacher à mettre en lumière des éléments cette fois extrinsèques de la croissance, c'est-à-dire des représentations et des manifestations a priori extérieures à son essence constitutive, mais directement reliées à elle, semble-t-il, en tant que conséquence directe de son existence. Du même coup, notre regard se portera directement sur l'espèce humaine, en proie, l'espèce humaine, à une mutation accélérée du type Homo sapiens vers celui d'Homo industrialis, qui nous fait entrer dans un registre, qui nous fera entrer dans un registre moins technique, relevant plus de l'anthropologie sociale, terme aujourd'hui consacré comme devant remplacer celui d'ethnologie, apparemment définitivement connoté et rangé comme devant être dédié à l'étude du comportement des peuples primitifs. Ces considérations qui vont suivre, donc, relevant de l'anthropologie sociale, c'est-à-dire de l'étude du comportement des peuples, cette fois civilisés, eh bien, nous conduira à aborder des thèmes de sciences humaines, dont le premier, aujourd'hui, concerne la santé. Et je débuterai cette chronique en posant une question toute simple. Qu'est-ce que la santé? La santé est classiquement placée au deuxième rang des besoins fondamentaux de l'homme, ou si l'on préfère au premier rang des besoins fondamentaux non organiques, que sont la respiration, l'alimentation et le sommeil, tels qu'ils sont représentés sur des schémas de type pyramide de Maslow. Mais dans ce cas d'espèce, la santé de l'homme est reliée à un besoin plus large, pouvant être défini comme le besoin de sécurité, représenté aussi bien par la recherche d'un abri contre les aléas climatiques et les prédateurs naturels, donc pour se protéger de toutes les externalités négatives naturelles, la recherche d'un abri contre les agresseurs humains, c'est-à-dire finalement pour se prémunir des externalités négatives de l'organisation sociétale, et plus globalement, la recherche de protection contre tout ce qui pourrait être susceptible de lui ôter la vie à lui, l'être humain. Alors cette acception générique de la santé comme étant l'état d'un homme restant en vie nous rapproche immédiatement d'un des motifs les plus couramment énoncés par la philosophie sociale pour expliquer la mise en place d'une organisation collective pendant la période de transition néolithique. En appui à ce raisonnement, nous fonderons également sur les thèses de nombreux philosophes, dont notamment Thomas Hobbes, qui estime que la justification première de l'État et de sa puissance coercitive, eh bien, c'est la préservation de la vie des individus. Et de ce point de vue, on peut dire que le prince, qu'il soit de facture plus ou moins démocratique, mais là n'est pas le problème, le prince n'est reconnu par les masses, c'est-à-dire obéi par les masses, plus ou moins aveuglément, que s'il garantit à coup sûr la vie de ses sujets. Toutes les autres garanties qu'il pourrait promettre seraient finalement qu'accessoires et secondaires, la garantie de la survie, donc de la santé, serait en définitive la seule qui importe réellement aux yeux du peuple pour monnayer sa soumission. Dès lors et après avoir entériné cet axiome fondateur de toute organisation sociétale, nous comprenons alors mieux le sens de certains discours de nos dirigeants qui, en situation par exemple de crise sanitaire de type épidémique, s'exclament « La santé avant tout, la santé doit être placée au-dessus de tout ».
Cette affirmation, par son caractère péremptoire, la santé doit, est terriblement globalisante, au-dessus de tout. Cette affirmation se suffit elle-même et n'a pas besoin d'être argumentée, au point qu'il apparaisse même superflu d'invoquer, dans ce cas, la notion d'intérêt général, par exemple. Car si dans d'autres domaines le recours à cet argument de l'intérêt général, qui, rappelons-le, est un concept non défini juridiquement, bien que fondant pratiquement tout le droit public français, c'est-à-dire relevant nommément de l'arbitraire le plus total, puisqu'il désigne une option qui est censée s'imposer d'elle-même sans qu'il soit besoin de la justifier par une règle écrite à l'avance, ce recours à l'intérêt général qui est généralement utilisé pour couper court à tout débat contradictoire. Eh bien, dans le domaine de la santé, dans ce domaine, il n'est même pas besoin de brandir cette notion fumeuse d'intérêt général. Il suffit tout simplement de déclarer « la santé doit être mise au-dessus de tout » pour que personne n'ose dire le contraire ou même ne demande à en débattre. Alors, revenons à notre question, mais au fond, qu'est-ce que c'est que la santé ? Cette notion désigne en principe un marqueur des fonctions vitales et organiques d'un être vivant, animal ou végétal. Une bonne santé signifiera donc un bon fonctionnement de l'ensemble des membres et de l'ensemble des organes d'un sujet, et à l'inverse, une mauvaise santé indiquera l'existence de déficiences dans le fonctionnement de toute ou partie de cet ensemble. Face à cette définition qui, nous semble-t-il, ne souffre pas de contestation, une première question se pose alors. Si nous prenons la peine de définir ce qu'est une mauvaise santé et ce que c'est qu'une bonne santé, où se situe donc le juste milieu, c'est-à-dire une santé normale? Une première option de réponse à cette question serait de considérer qu'en matière de santé, la normalité n'existe pas. Ce qui, alors, dans ce cas, reviendrait à dire qu'il n'existe pas de grille de critères définissant la santé normale d'un individu, animal ou végétal. Autrement dit que nous ne savons pas, que personne ne sait ce que c'est que la santé, et que nous ne sommes pas en mesure de distinguer une bonne santé d'une mauvaise santé. Première option. Alors une deuxième option de réponse à la question de savoir ce que c'est qu'une santé normale, ça serait au contraire d'affirmer qu'une santé normale, c'est une bonne santé. Santé normale égale bonne santé. Et donc, par voie de conséquence, qu'une mauvaise santé, c'est une santé anormale. Cette distinction, ce distinguo revêt toute son importance car il nous amène à une évaluation de la santé de nature écologique. Oui, l'écologie étant, comme nous le savons tous, une science étant donnée pour objectif d'étudier les lieux et conditions d'existence des êtres vivants et les relations qu'ils établissent avec leur environnement. Cette évaluation écologique de la santé devrait alors édicter sa norme dans le cadre de son étude des conditions d'existence de l'être vivant, norme ou grille de normes, comme nous l'avons suggéré, permettant forcément de définir un point médian, c'est-à-dire un point indiquant la santé, la position de la santé normale. Et bien aussi stupéfiant que cela puisse paraître, cette norme, à notre connaissance, n'existe pas. Elle n'existe pas pour la bonne et simple raison d'ailleurs qu'aucune instance officielle n'a jugé utile de la produire. Le bilan de santé réalisé par le professionnel autorisé ne débouchant que sur un diagnostic de bonne ou de mauvaise santé, mais rarement de santé normale, c'est-à-dire un bilan présentant du point de vue de la science médicale un certain nombre de points positifs à côté d'un certain nombre de points négatifs. Cette orientation normative, doublée d'une incitation permanente des pouvoirs publics et des professionnels dits de santé, une incitation permanente au dépistage tous azimuts et à la tyrannie des check-up visant à culpabiliser et ou à effrayer tous ceux qui ne s'y soumettraient pas,
ne peut que nous plonger dans la plus grande perplexité, car elle revient, en fin de compte, à identifier la norme au zéro défaut de la grille d'évaluation de la médecine autorisée et vise au final à la médicalisation systématique de toute la population. Et pourtant, il existe une définition universelle de la bonne santé. Elle est inscrite dans le préambule de 1946 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Cette définition, c'est celle-ci. Être en bonne santé signifie qu'on n'est pas porteur d'une maladie, ni blessé, mais aussi que l'on se sent en pleine possession de ses moyens physiques et intellectuels. Cette définition de l'OMS, elle introduit un caractère subjectif en termes d'auto-examen clinique qui semble totalement absent des pratiques médicales actuelles, tout au moins au sein des pays occidentaux et plus généralement de ceux de l'OCDE, ce qui tendrait à prouver qu'elle n'est pas respectée dans son intégralité en tant que principe fondateur. Pourtant, la première prémisse, ne pas être porteur de maladie, ayant pris le pas sur la seconde, se sentir en forme. Afin de pouvoir se rapprocher le plus possible d'une knockisation généralisée de la population, par l'application à la lettre de la devise « Tout bien portant est un malade qui s'ignore ». Dans cette optique renforcée ou provoquée par la mercantilisation des professions médicales et pharmaceutiques, le plus important n'est pas de ne pas tomber malade, et le plus important, c'est d'avoir les moyens de se soigner lorsqu'on est malade. La notion de maladie étant naturellement étendue au dépistage, à savoir que tout individu peut être déclaré malade alors qu'il se sent en bonne santé, à la condition que les experts de la profession marchande de la santé apportent des preuves techniques d'anomalies constatées par des moyens de laboratoire autres que cliniques. Par voie de conséquence et à l'appui de cette orientation de la profession autorisée, une savante confusion est entretenue par la communication publique entre dépistage et prévention. Dépistage et prévention. Plus que confusion, nous devrions même dire synonymie, à tel point que les actions publiques objectivement relevant du dépistage sont officiellement dénommées campagnes de prévention. Et c'est ainsi que, par un abus de langage regrettable, le dépistage précoce des maladies ayant pour objectif d'engager un traitement curatif avant que des symptômes visibles n'affectent l'individu est dénommé prévention, alors qu'il a pour effet immédiat et objectif de transférer dans la catégorie des malades des individus présentant par ailleurs cliniquement tous les signes de bonne santé au sens de la définition de l'OMS. Cette dérive sémantique aboutit même au final à rayer carrément du dictionnaire le sens initial du terme prévention et à le remplacer en quelque sorte par le terme curation anticipée. Au niveau anthropologique, s'attend par conséquent à faire disparaître chez l'homme la notion même de prévention sanitaire, c'est-à-dire la mise en œuvre d'un ensemble de moyens non médicaux pour éviter de tomber malade, donc de rester en bonne santé. Moyens non médicaux, c'est-à-dire finalement de nature écologique, donc relevant bien des lieux et conditions d'existence de l'homme et des rapports qu'il établit avec son environnement. Seule véritable définition de l'écologie, faut-il le rappeler, encore une fois. Mais il ne faudrait pas croire que ce troc de la prévention contre la curation, même anticipée, ou curation précoce, si on préfère, ce véritable curatocentrisme des politiques de santé soit imposé aux populations, il ne faudrait pas croire qu'il soit imposé aux populations par les lobbies médicaux et pharmaceutiques comme certaines théories du complot semblent suggérer.
C'est vrai qu'elles sont alimentées, il faut bien le dire, par la marchandisation ostentatoire des professions de santé dans la grande majorité des pays de la planète. Eh bien non, parce que cette propension, elle est largement voulue, elle est largement souhaitée et même d'une certaine manière magnifiée par les masses populaires elles-mêmes, créant ainsi un véritable fait culturel sur lequel nous aurons l'occasion de revenir dans les chroniques consacrées à l'impasse culturelle. À l'appui de cette affirmation qui peut surprendre, les chiffres, extraits de l'exemple français, sont sans appel. Chiffres issus d'une étude de 2018 menée par le LEM sur le rapport des Français aux médicaments. Alors le LEM, c'est le syndicat des entreprises pharmaceutiques, syndicat inscrit en tant que représentant d'intérêt, donc lobby, auprès de l'Assemblée nationale, et ayant engagé environ 1 million d'euros au titre de ses activités de représentation d'intérêt auprès de cette même Assemblée nationale et du Parlement. Eh bien, d'après cette étude du LEM menée par l'Ipsos, pour ce qui concerne la fréquence de prise de médicaments des Français, eh bien, 48% des Français prennent des médicaments tous les jours. Ce pourcentage n'était que de 42% en 2012. Si on monte à une fois par semaine, c'est 66% des Français qui prennent des médicaments une fois par semaine. Concernant maintenant l'indice de confiance envers les professionnels de santé, 95% pour le médecin traitant, 90% pour le pharmacien, 90% pour les chercheurs, mais on tombe à 49% pour les laboratoires pharmaceutiques. Alors, le distinguo fictif d'ailleurs entre chercheurs et laboratoires est extrêmement révélateur du phénomène de révération dont bénéficie le chercheur, 90% d'indice de confiance. Chercheur auquel est attachée une sorte de vertu angélique et désintéressée, alors qu'il n'est, ce chercheur, en réalité, que l'employé salarié aux ordres d'un laboratoire pharmaceutique, qui, lui, n'a qu'un indice de confiance de 49%. Le laboratoire pharmaceutique, engagé dans un processus commercial ordinaire de la société capitalistique, est donc en recherche du profit maximal. Viennent fermer la marche dans cette classification des indices de confiance les responsables politiques, 12% seulement. Alors cet indice de confiance si bas confirme encore, s'il en était besoin, le désir profond des populations de se référer à une expertocratie, technique ou scientifique, plutôt qu'à des représentants politiques. C'est-à-dire finalement à eux-mêmes, puisque ces représentants sont censés être le reflet et la cristallisation du vœu populaire. Nous retrouvons ici une illustration particulière de la fameuse expression d'Ivan Illich: les scientifiques ont remplacé les prêtres, conférant encore un peu plus de caractère religieux aux croyances modernes, ici exprimées par ce caractère à résonance technologique d'indice de confiance. Alors, concernant maintenant les peurs relatives à la santé, voici ce que dit cette étude de 2018 du LEM. Dans l'ordre d'importance, la première peur, c'est contracter une maladie nouvelle contre laquelle on ne sait pas lutter, 65%. Ensuite, devoir prendre un nombre de médicaments, un grand nombre de médicaments, et avoir des risques d'interaction entre eux, 61%. En troisième position, être victime d'une infection contre laquelle les antibiotiques ne sont pas efficaces, 60%. Exemple, les infections nosocomiales. Mais, malgré ces peurs, toutes liées à l'absorption croissante de médicaments, les gens considèrent tout de même que ces médicaments se sont améliorés dans les 20 dernières années. Pour plus de 7 Français sur 10, c'est le cas. Et de ce fait, ils leur accordent un indice de confiance très élevé aux médicaments. Un indice de confiance qui avoisine les 80%. Dans une autre enquête, toujours menée pour le LEM,
celle-ci en mars 2020, nous apprenons que plus d'un tiers des Français sont touchés par une ALD, affection de longue durée, dont 50% pour les plus de 60 ans. Mais tout de même 26% pour les moins de 35 ans. 26%. Ce qui montre que la dépendance aux médicaments de synthèse commence à s'installer très tôt dans la pyramide des âges, préfigurant l'obligatoire béquille chimique, obligatoire à partir du 3e âge. Concernant enfin les vaccins, qui font actuellement l'essentiel de l'actualité médicale et même de l'actualité tout court. Dans notre contexte de crise sanitaire mondiale, une autre enquête du 13 novembre 2018 montre que le niveau de confiance des Français reste élevé concernant les vaccins et stable dans le temps, autour de 70%, ce qui laisse préfigurer, et d'ailleurs cette préfiguration est confirmée aujourd'hui, un engouement massif pour les vaccinations contre le Covid et un succès probable, un succès avéré, aujourd'hui, maintenant nous pouvons le dire, des campagnes publiques de vaccination, sans qu'il soit besoin pour les responsables oligocratiques de le rendre obligatoire. Les quelques agnostiques ou opposants faisant dès lors figure de mauvais citoyens. Bien plus, cette même étude indique que 3 Français sur 4 considèrent que les entreprises du médicament, notez bien le terme « entreprise du médicament », eh bien ces entreprises sont des acteurs essentiels du système de santé. Ils leur attribuent par ailleurs, dans 61% des cas, un rôle économique et sociétal majeur en matière de création d'emplois, ce qui semble confirmer l'idée que la maladie est finalement une bonne chose pour l'économie en général et pour l'emploi en particulier. Alors, on pourrait naturellement multiplier à l'infini, presque à l'infini en tout cas, les chiffres et données statistiques traitant de la question de la santé. Mais ce petit florilège succinct et factuel suffit déjà à en livrer une image saisissante. Et du coup, au milieu de cette épaisse forêt de certitudes massivement adoubées, certaines questions que nous pourrions pourtant juger essentielles, certaines questions peinent à se frayer un chemin et atteindre la lumière du débat. D'autant que la récente contre-mesure de la théorie du complot, sur laquelle nous reviendrons en détail dans le chapitre, dans la série consacrée à l'impasse culturelle, eh bien cette contre-mesure vient à chaque fois empêcher l'avancée putative de ce débat. Alors ce sont toutes ces questions qui mériteraient d'être posées aux représentants, du corps médical et du corps pharmaceutique, mais que personne ne pose jamais, que nous énumérerons dans une chronique intitulée « L'impossible débat avec la médecine croissanciste ».